bad time. This time of year. How many times is he gonna tell this story? Oh, let him tell it. I love fairy tales. This ain't no fairy tale, little girl. If you don't take it seriously, you're a fool! The first Valentine's dance in 20 years has to be something special. In this town on Valentine's Day, everybody loses their heart. Roses are red, violets are blue. One is dead, and so are you. It can't be happening again. No! It can't be happening again. What's going on over in Valentine Bluffs? It looks like Harry Warden's back in town. It happened once. It happened twice. Cancel the dance or it'll happen twice. In the town of Valentine Bluffs, there are many ways to die. Take your pick. My Bloody Valentine. C'était un 14 février, un jour comme celui-ci. La petite ville de Valentine Bluff organisait le bal annuel de la Saint-Valentin. Et alors que la fête battait son plein, un drame se préparait en coulisses. Deux superviseurs, impatients de prendre part à la soirée, omirent de surveiller le niveau de gaz. Une explosion frappa les mineurs qui n'étaient pas encore remontés de leur dure journée de labeur dans les mines de Valentine. Sous les décombres, un seul réussira à survivre en ayant recours au cannibalisme avant son sauvetage, Harry Warden. Un an plus tard, Harry massacra les deux responsables de l'accident. La légende raconte que quiconque osera fêter la Saint-Valentin se verra puni de mort. Une malédiction plane sur la ville car chaque 14 février, tout le monde sait que le mineur fou remet les pieds en ville. Et donc, bienvenue dans Lugubre, votre podcast sur le monde de l'épouvante. Alors pour être honnête, pour cette première édition, j'ai hésité un peu sur le choix du sujet, mais ça a fini par tomber sous le sens, période oblige. Je veux bien sûr parler de Meurtre à la Saint-Valentin, sorti en 1981, réalisé par Georges Mihalka, et pour l'anecdote, il s'agit du slasher préféré de Monsieur Quentin Tarantino. Et ouais, rien que ça. Et je dois dire que je le trouve moi-même très bon, honnêtement. Il est trop peu cité en comparaison de sa qualité. Quand on pense au slasher, on pense souvent aux grosses franchises, et la plupart des autres métrages un peu plus méconnus finissent par tomber dans l'oubli. Mais dans le cas de Meurtre à la Saint-Valentin, ou My Bloody Valentine en VO, c'est assez injuste, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Et j'espère, pourquoi pas, réussir à vous convaincre de lui donner une chance aujourd'hui. Alors tout d'abord, petite piqûre de rappel de ce qu'est un slasher, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un peu étonnant si vous êtes sur ma chaîne et que vous aimez le cinéma d'horreur, mais sinon je vais quand même le rappeler au cas où. C'est un sous-genre du cinéma d'horreur, dans lequel un tueur en série va éliminer méthodiquement, souvent à l'arme blanche, un groupe d'adolescents un par un. Et ce qui est amusant avec le film que nous allons traiter aujourd'hui, c'est qu'il ne respecte pas forcément tous les codes. Mais d'abord recontextualisons. Comment est né le projet My Bloody Valentine? Alors c'est très simple. À la fin des années 70, début 80, il va y avoir un véritable phénomène qui va s'emparer du cinéma. Le early boom des slasher movies. Alors les slashers, ça a plus ou moins toujours existé. On peut dater les prémices du genre jusqu'à des romans comme ceux d'Agatha Christie, et au cinéma on peut associer des films comme Le Voyeur de Michael Powell, sorti en 1960, ou le giallo italien La Baie sanglante de Mario Bava, de 71, comme des précurseurs du genre. Mais c'est véritablement avec Black Christmas de Bob Clark, sorti en 1974, et Halloween de John Carpenter, sorti en 1978, que le genre et ses codes vont être véritablement entérinés. C'est suite au succès phénoménal du film au budget plus que modeste de Carpenter, qui n'avait coûté, rappelons-le, que 325 000 $ pour en rapporter au final dans les 70 millions, que tous les petits cinéastes du cinéma indépendant rêvaient de concrétiser le même rêve.
atteindre le succès avec un tout petit film, ni une ni deux, des tonnes de slashers vont commencer à apparaître. Et l'un des codes que vous avez déjà pu remarquer avec Black Christmas et Halloween, c'est que ce sont des films qui se passent durant les fêtes, les vacances, des dates spécifiques, Noël et Halloween. Après, il y aura évidemment Vendredi 13, même April Fool's Day, le film d'horreur sur le 1er avril, bref, toutes les dates importantes du calendrier vont y passer. Et c'est là que André Link et John Dunning, deux petits malins de producteurs, vont sentir le bon filon et entrer en jeu. Parce qu'ils se font la réflexion que la Saint-Valentin n'a pas encore été prise pour un film d'horreur. Comme ils ne veulent pas se faire piquer l'idée à une époque où les films de ce genre pullulent et se ressemblent un peu tous, ils vont commencer à travailler sur leur projet secret sous un titre provisoire et très bien trouvé, puisqu'il s'agit de The Secret. Non, rien à voir avec le film de Pascal Laugier, désolé. Bref, à l'instar de La Fête, qui donne son titre au film, cette œuvre s'inscrit dans une démarche purement commerciale et mercantile, mais peu importe. Ça y est, le film est en chantier. La musique sera composée par un très bon compositeur également méconnu mais qui a déjà fait ses preuves, Paul Zaza, qui avait travaillé sur le film d'horreur Prom Night avec Jamie Lee Curtis en tête d'affiche. L'histoire est simple et se veut être une sorte de détournement et corruption des comédies romantiques, puisqu'il est question d'un triangle amoureux. En effet, nous suivons les pérégrinations de notre protagoniste TJ, interprété par Paul Kellman, qui était parti à l'étranger mais qui rentre au pays car les affaires n'ont pas très bien marché. À son retour, il y a un gros malaise puisqu'il découvre que son ex-petite amie, Sarah, s'est mise en couple avec l'un de ses anciens amis, Axel, et il est forcé de travailler à la mine avec lui, ce qui va inévitablement créer des tensions. Et comme si cela ne suffisait pas, un tueur en série, potentiellement le légendaire Harry Warden, avertit que si cette année un bal de Saint-Valentin a lieu, un carnage terrible s'ensuivra. Devant à la fois régler ses problèmes de cœur et faire attention à l'assassin qui rôde dans les parages, le maîtrage décide de faire l'improbable mélange entre un film d'amour et un film d'horreur. Est-ce que les deux se marient admirablement bien ou le pari tombe-t-il à l'eau? On va en parler tout de suite. La force d'un métrage, c'est son cadre. La petite ville minière de Valentine Bluff. Ce film a la particularité d'être un slasher canadien, fait assez rare pour être noté à une époque où le marché de l'horreur était largement dominé par les USA. On me dira peut-être que ça ne change rien, car ça reste sensiblement les mêmes clichés et stéréotypes qui s'y retrouvent. J'entends bien, mais je répondrai que certes, ça ne change rien à la structure narrative du film elle-même que le film soit canadien, mais pour ce qui est de l'atmosphère, tourner le film au Canada et pas aux States, mais ça change tout, carrément tout. Déjà, le tournage a pris place dans la petite ville de Nova Scotia, au Canada, et ça donne un charme incroyable. Petite ville rurale, aspect très rustique, de la musique rappelant parfois de la country, un aspect très authentique avec des habitants bons vivants, des paysans, une odeur de campagne qui flotte sur le film. On a aussi le droit à des scènes romantiques, un peu cucu sur les bords, mais qui nous offrent en même temps des panoramas et paysages assez magnifiques, voire poétiques. Je suis de l'avis qu'il est important dans un film d'horreur, si on veut avoir peur pour les personnages, que l'environnement paraisse crédible. Et dans le cas de Meurtre à la Saint-Valentin, c'est totalement le cas. Valentine Bluff est bien une petite ville avec un grand cœur. Le panneau à l'entrée n'avait pas menti. À noter que la production avait choisi cette ville à cause des véritables mines qui s'y trouvaient, et de leur aspect effrayant et réaliste. Elles étaient assez vieilles, couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Bref, le rêve pour tourner un film d'horreur sous terre. Le gros problème, c'est que les locaux ont décidé de cotiser et ont dépensé 50 000 $ pour retaper la mine et la rendre toute propre au point où cela ressemblait plus à Disneyland qu'autre chose de l'aveu même du réalisateur. Ils pensaient sans doute bien faire parce qu'ils croyaient que le film allait peut-être relancer le tourisme. Alors déjà, non seulement ça a échoué, mais en plus de ça, ils ont totalement détruit la raison pour laquelle l'endroit avait été choisi. Le film a donc dû dépenser 75 000 $ de son budget, simplement pour rendre à la mine son aspect initial. Et on ne peut pas dire qu'ils aient fait un mauvais travail, parce que l'endroit est effectivement sombre, et tout ce qu'il y a de plus crade à l'écran, avec les acteurs, la figure barbouillée de crasse. Passons donc aux acteurs et aux personnages. Ils sont assez bons. TJ est interprété par un Paul Kellman sobre et efficace qui intériorise du mieux qu'il peut ses émotions, et surtout ses sentiments. Paul est malheureusement décédé en 2022. Rest in peace, TJ. Le personnage de Laurie Ayer, Sarah, quant à elle,
paraît douce et désemparée face à la situation, mais forte quand il le faut. Elle sait rejeter ses prétendants quand ils dépassent les bornes, et elle est loin d'être réduite à la nunuche blonde de service incapable de s'imposer face au mal autour d'elle. L'on serait en droit d'attendre de ce genre de film un peu moisi et oublié. Axel, joué par Neil Affleck, se sent menacé par TJ, et son jeu nous le fait retranscrire en étant bien plus électrique, comme un chien agressif prêt à défendre son territoire. Mais attention, ça ce sont les personnages principaux. Mais les personnages secondaires ne sont pas en reste. On découvre donc de nombreux persos, parfois insipides et auxquels on n'échappe pas dans ce genre de slasher. Il y a le rigolo de la bande, le vieux fou à la Crazy Ralph de Vendredi 13, qui prévient tout le monde que quelque chose de terrible va se produire, mais comme d'habitude, tout le monde ignore ces avertissements pour être bien sûr qu'il y aura un film. Mais nous avons au casting beaucoup, comme je le disais, de bons vivants, comme le shérif, ou une dame âgée mais rayonnante qui tient une laverie du nom de Mabel. Et la plupart des jeunes couples, à défaut d'être développés et de servir à autre chose que de chair à canon aux tueurs, sont au moins au minimum sympathiques et pas trop agaçants. Le fait est que contrairement à plusieurs slashers, nous avons affaire à des jeunes, mais pas des adolescents. Ce sont des adultes qui travaillent tous aux mines, et qui en plus forment en tant que collègues une sorte de camaraderie. Surtout que ce petit coin paumé favorise largement les relations sociales, car tout le monde s'y connaît très bien. Et c'est grâce à cette forme de cohésion et de complicité qu'on finit par s'attacher aux personnages et qu'on a peur pour eux, voire que l'on a mal pour leurs amis. Mention spéciale au personnage d'Hollis, joué par Keith Knight, qui ressemble à un gros nounours à l'écoute des gens et prêt à faire usage de la force avant tout pour séparer ses amis lorsqu'ils se bagarrent, et non pas pour être un énième bonhomme rustre abruti à l'alcool. Cela ne l'empêchera pas d'être froidement abattu par le mineur, ceci dit, notre tueur du jour. Parlons donc du mineur, et SVP, pas de blague sur son âge, merci bien. Le mineur, ou Harry Warden, selon la légende, est donc un tueur portant un masque à gaz, armé d'une pioche. Et s'il y a une chose à dire sur son look, c'est qu'il se résume en 2 mots. Simple, mais iconique. On m'a déjà dit, oui mais bon, c'est juste un masque à oxygène. Oui, et alors? La simplicité n'a jamais été un défaut. Sinon à ce moment-là, Jason Voorhees porte juste un masque de hockey, et pourtant c'est l'un des tueurs préférés des fans de cinéma de genre. Non seulement son design rappelle la backstory du tueur, à savoir qu'il a été enseveli sous les décombres quasiment privé d'oxygène malgré son masque et qu'il devait l'économiser en tuant ses camarades, mais cela nous sert aussi de rappel inconscient à d'anciens traumatismes de notre histoire, comme les guerres durant lesquelles ce type de masque était utilisé, y compris sur les civils. Cela rajoute un climat anxiogène et traduit l'idée universelle de la difficulté à respirer. J'ai même envie de dire qu'après avoir vécu le Covid, on pourrait faire de nouveaux parallèles avec ce film. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera de Covid dans une prochaine critique. Ce qui est sûr, c'est que ce masque est une bonne idée, en particulier parce que tous les mineurs du film portent ce masque, ce qui rajoute un côté whodunit, car le tueur pourrait être n'importe qui. Tout le monde a accès à cet équipement dans la mine. Tout le monde peut faire lâcher son dernier souffle. D'ailleurs, petite remarque à laquelle je viens de penser, le masque aide aussi à justifier la grosse respiration à la Dark Vador que la plupart des slashers, comme Michael Myers, produisent. Avec un attirail de ce type, ça paraît tout de suite davantage approprié. Bref, on a parlé du tueur, mais parlons des morts. L'intérêt d'un slasher, ne nous le cachons pas, c'est A, le sexe, B, l'alcool et la drogue, C, les meurtres sanglants et le gore. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception. Il va se faire lyncher. En langage gore, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler ni se shooter. Et de par son thème, My Bloody Valentine semblait être le film parfait pour combiner tous ces ingrédients. Alors, est-ce que ça a marché? Bah oui et non. En fait, la MPAA, Motion Picture Association of America, autrement dit, la censure américaine, est venue poser ses grosses pattes dégueulasses sur le film de Mihalka. La censure était connue comme extrêmement dure envers les slashers à cette époque. Non seulement il y avait ce côté un peu puritain et conservateur, qui détestait cette débauche de cul et de violence sur nos écrans de cinéma, mais en plus, il l'avait vraiment mauvaise de s'être fait flouer par Sean S. Cunningham, le réalisateur de Vendredi 13, un an plus tôt en 1980. Et oui, Vendredi 13 était sorti pratiquement non censuré. La MPAA, après avoir constaté le succès du film, a senti avoir foiré. Alors ils ont décidé de faire chier tous les autres films d'horreur et les faire payer pour ce qui s'était produit, à la place de Vendredi 13. Et ça, bah c'est un problème. Déjà que la plupart de ces films ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, et que leur principale attraction, ce sont leurs effets spéciaux practical faits main à une époque où on ne parle pas de CGI, bah couper ça, c'est couper le film.
John Carl Buckler, le réalisateur de Vendredi 13/7, avait notamment déclaré que le processus d'un meurtre dans un film, c'est comme une blague. Tu fais tout un build-up, mais là, la censure vient tout couper avant la chute de la blague. Alors forcément, ça tombe à plat, et c'est ridicule. Et Meurtre à la Saint-Valentin ne sera pas épargné par ce phénomène, puisque George Mihalka devra couper, tenez-vous bien, pas moins de 9 minutes avant que la MPAA ne lui lâche les pompes. Elle menaçait sinon de classer le film X, ce qui aurait été extrêmement regrettable et dévastateur. Parce que bon, voir ton film classé comme un porno, bah bonne chance pour le vendre. Ça va largement restreindre le public qui va pouvoir aller le voir et ton box-office. Alors George Mihalka ne tient pas tête, il s'exécute. Mais il en résulte que dans sa version cinéma, eh bien les faits sont là. Tel qu'il est sorti à cette époque, malgré tout le charme et toutes les qualités que j'ai pu citer ou mentionner, qui étaient déjà visibles à ce moment-là, hein, ça reste un film moyen, car on dirait qu'il n'a pas de couilles et qu'il reste lisse. Tout le but, c'est que c'est un film qui repose sur des meurtres cool et créatifs. C'est une partie du concept et de l'ADN du genre, et on l'a charcuté, honteusement. Alors c'était pas la faute du film, mais une empathie. Les gens n'en avaient absolument pas pour leur argent, ce n'était pas impressionnant, par rapport à Vendredi 13 par exemple, qui n'avait pas été tant censuré que ça. Et pourtant les effets gore du film étaient absolument super visuellement, à grand renfort de mannequins, de faux cadavres, un corps projeté en l'air pendu, la tête qui se décapite, l'œil qui sort de son orbite, une nana qui sert de pommeau de douche humain, le pistolet à clous en plein dans la face, la meuf dans la machine à laver dans un état de putréfaction, la gueule dans les saucisses. Bon, s'il vous plaît, là aussi on rigole, mais abstenez-vous de faire des blagues, hein. Bref, c'est tout un défilé du morbide, un festival de l'hémoglobine qui se retrouve gâché par la MPAA qui, tel un slasher, vient découper notre pauvre film en morceaux. Mais heureusement, car c'est fabuleux grâce aux éditions Blu-ray, etc. Depuis 2009, ce qui correspond à la sortie du remake dont on reparlera une autre fois, une nouvelle édition du film existe, et la plupart des scènes gore ont été restaurées et rajoutées au film, donc vous pouvez à nouveau regarder une version non censurée, telle que prévue à l'origine, de My Bloody Valentine. Ça fait assez tâche, mais ça passe, on fait avec ce qu'on a, c'est mieux que rien, et les effets sont tellement réussis qu'on finit vite par l'oublier. Mais par exemple, une scène dans laquelle le mineur tue un couple en plein débat amoureux, avec une tarière, un outil pour perforer le sol, a été complètement perdue, et on ne pourra jamais la voir. Mais la description me rappelle en tout cas assez le meurtre du couple empalé par un pieu dans leur pieu quoi, par Jason dans le deuxième opus de Vendredi 13. Pour la petite info marrante, sur les effets gore, toujours, on raconte, d'après les dires de Thomas R. Burnman, un artiste responsable des effets make-up et maquillage sanglants du film, que George Mihalka a vomi à la simple vue de l'une de ses créations, tant même de près cela semblait réel. D'ailleurs, on fait beaucoup de parallèles à Vendredi 13, car c'est une saga qui a marqué au fer rouge les slashers et on peut pas faire autrement, mais il faut dire que même My Bloody Valentine, le film lui-même rend hommage de manière assez directe, car dans le film, la Saint-Valentin tombe un samedi 14 février, et avant ça, cela se déroule donc, en partie, je vous donne dans le mille, le Vendredi 13. Enfin, j'aimerais terminer cette rétrospective sur le film par sa fameuse fin. Alors attention, je vais spoiler pour ceux qui veulent le voir, mais personnellement je ne vois aucun intérêt à aborder un film sans le spoiler parce que au final ça empêche d'argumenter, de développer. Mais bon, je préviens quand même. À la fin du film, on découvre que le tueur n'était pas Harry Warden, mais bel et bien Axel, le nouveau petit ami de Sarah. La raison, vous me demandez? Il était le fils de l'un des deux superviseurs de la mine tué par le véritable Harry Warden à l'époque. Axel était caché sous le lit, il a assisté au meurtre de son père. Et il s'est renfermé sur lui-même et sa folie. Son traumatisme a fini par le pousser à se prendre pour Harry lui-même et tuer ses amis. D'ailleurs, sur le tournage, aucun des acteurs ne connaissait l'identité du tueur. Les créateurs du film aimaient l'idée que même dans la vraie vie, au sein même des comédiens, un mystère plane. Mais dès qu'on lui a fait enfiler la prothèse d'un faux bras à arracher pour le tester, l'acteur qui joue Axel a très vite compris que c'était lui qui jouait le tueur. Alors écoutez, je trouve que c'est un twist sans prétention. Pour moi, c'est pas le twist du siècle. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de jeu, pas vraiment d'éléments qui peuvent nous laisser deviner son motif ou qu'il s'agit bien de lui. Mais bon, on va dire que c'est relativement bien amené au spectateur, surtout que ça se termine par un magnifique rire démoniaque qui lance les crédits de fin, et le top départ à une chanson qui résume parfaitement toutes les qualités que j'ai énoncées et qui font que j'aime ce film. Once upon a time, on a sad Valentine,
in a place known as Hanniger Mine. A legend began, every woman and man would always remember the time. And those who remained were never the same. You could see the fear in their eyes. Once every year, as the 14th draws near, there's a hush all over the town. Meurtre à la Saint-Valentin, c'est donc un film à voir, un film honnête au niveau de ses promesses, mais qui n'a pas été un succès à sa sortie. Mauvaise période, cinéma surchargé en slasher, MPAA peu conciliante, violence vue d'un mauvais œil suite à l'assassinat de John Lennon, tant de facteurs qui ont empêché My Bloody Valentine de devenir une franchise qui aurait fait des suites et des suites autour du personnage d'Harry Warden. Même s'il y a bien eu un remake et bien eu des projets éventuels de suites qui ont été annulés par après. Mais tout ça, on en reparlera dans d'autres émissions. Pour le moment, c'est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Et on se dit à très bientôt en espérant bien sûr que vous surviviez à ce monde pour le moins lugubre. Et souvenez-vous, aujourd'hui, Harry Warden revient.